Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal du mardi 21 juin. Au sommaire de cette édition, le procès aux assises de l'homme accusé d'avoir défenestré sa compagne. Au deuxième jour de ce procès, la place était donnée aux experts pour comprendre et savoir si l'homme, âgé maintenant de 30 ans, a bien poussé son ancienne compagne par la fenêtre du deuxième étage de cet immeuble au Mans. Une chute qui a de lourdes conséquences puisque la jeune femme est maintenant paraplégique. Visite unique et insolite du couvent de la Visitation de l'ancienne prison et du palais de justice. Pendant 10 jours, le service tourisme et patrimoine du Mans propose la découverte de ces lieux où plus de 3 siècles d'histoire cohabitent ensemble. Et notre invité de ce journal, c'est Didier Flory. Ce Manceau vient de créer un site web pour permettre aux enfants sourds d'apprendre rapidement la langue des signes. Mais vous le verrez, cette interface interactive peut être aussi utilisée pour les adultes. Et nous vous en parlions hier, le procès de cet homme étant accusé d'avoir défenestré sa compagne en 2013 au Mans, suite du procès ce mardi avec l'entrée des experts. Et oui, c'est un procès qui se tient aux assises, car suite à sa chute, la victime a perdu l'usage de ses 2 jambes. 2 thèses s'opposent, accidentelle ou volontaire. L'accusé affirme que la victime a glissé, elle affirme pour sa part qu'elle a été poussée. Le récit d'audience avec Florent Clavel. Mehdi Segui a-t-il défenestré sa compagne du deuxième étage de cet immeuble du quartier des Sables d'Or au Mans? La question est au cœur du procès qui se tient aux assises du Mans jusqu'à mercredi. Cette nuit du 25 août 2013, vers 3h30 du matin, aucun voisin n'a vu tomber la victime. Retrouvée au sol encore consciente mais incapable de se relever, Naïma, 26 ans à l'époque, affirme dans un premier temps qu'elle a glissé puis tombé de la fenêtre. Une thèse de l'accident également retenue par la défense, après le témoignage à la barre ce matin d'experts médicaux. Et effectivement, après la venue de ces experts, en tout cas, ça tend à penser que la première version que tient cette victime est la réalité, c'est-à-dire qu'elle a réellement glissé. Ça a été la première des réponses données lorsque, à la fois, lorsque les policiers arrivent, lorsque les pompiers arrivent, et que c'est qu'après qu'on a cette seconde version des faits. Car il y a bien une seconde version. Naïma, devenue paraplégique depuis sa chute, affirme par la suite que son compagnon l'a poussée. Cette nuit-là, comme souvent, Mehdi Segui est très alcoolisé et violent. Pour l'accusation, la lecture de l'expertise est bien différente de celle de la défense. L'intervention des experts aujourd'hui confirme effectivement la version de ma cliente qui, dans un premier temps, avait cherché à couvrir son compagnon, comme elle l'avait fait à chaque fois qu'elle avait été victime de violences, mais qui, dans un deuxième temps, a bien précisé qu'elle était au bord de la fenêtre, les mains penchées dans le vide, et qu'ensuite elle avait entendu son compagnon s'approcher d'elle et avoir un trou noir. Donc l'expert aujourd'hui nous dit il n'y a pas de difficulté, c'est une défenestration provoquée par un tiers qui est à l'origine des blessures de ma cliente. 2 thèses donc dans ce dossier complexe et technique. Une certitude, les violences conjugales sur fond d'alcool et de stupéfiants sont omniprésentes. Ce mercredi, réquisition et plaidoirie, le verdict est attendu en fin de journée. Et on reste dans le milieu judiciaire maintenant avec un retour vers le passé dans l'ancien palais de justice du Mans avec cette visite unique. Le couvent de la Visitation, l'ancien palais de justice et la prison ouvrent leurs portes ce vendredi 3 juillet avec à la clé un voyage historique. Avant justement la restauration et la réhabilitation de ces lieux vieux de 3 siècles, les Sartois sont invités à venir admirer ces galeries et ces salles. Une visite de 2 heures accompagnée d'un conférencier pour comprendre mieux ces lieux chargés d'histoire. Margot Dubiel nous fait découvrir ce lieu unique. C'est un véritable voyage dans le temps. Retour entre le XVIIIe siècle et les années 90. À l'intérieur du couvent de la Visitation et de l'ancien palais de justice, il faut faire quelques pas en regardant bien ses pieds, mais une fois arrivé dans la salle des assises, ces 2 pans de l'histoire se croisent. Ce que l'on aperçoit, ce sont les proportions de l'ancien chœur des religieuses. Les religieuses étaient cloîtrées, donc elles n'avaient pas accès à l'église de la Visitation qui, elle, était ouverte aux paroissiens. Elles ne pouvaient finalement voir cette église que par 2 grilles. Une première grille ici, avec vue sur l'autel, et sur le côté, il y avait aussi une autre petite ouverture grillagée qui permettait aux religieuses de recevoir la communion. Baroque et moderne se côtoient.
À l'époque des religieuses, il y avait des boiseries et des peintures. Là, c'est le premier décor de la salle du tribunal du Mans au début du 19e siècle avec des effets de faux marbre. La particularité de ce lieu, c'est qu'après avoir hébergé une trentaine de sœurs, des centaines de prisonniers ont été enfermés derrière ces barreaux. On a à la fois une porte de prison avec ses gros verrous et puis les petits culots très élégants, très distingués de ce début du 18e, tout en finesse. Mais il ne faut pas voir que ces barbelés et ces 180 années d'histoire judiciaire. Dans cette pièce, chrétiens et musulmans prisonniers partagent des moments de vie. En témoignent les peintures sur ce mur. Pour découvrir une pièce quasiment unique en France, il faut emprunter le couloir des prisonniers pour enfin arriver dans l'ancienne cuisine des sœurs. Sur l'ensemble des couvents fondés par l'ordre des visitandines, il reste très peu de cuisine. Et celle-ci est l'une des dernières subsistantes, donc ça permet aussi de comprendre, d'imaginer quelle était la vie au quotidien de ces religieuses. Dans ces lieux où le temps s'est arrêté, d'ici quelques mois, une nouvelle vie attend ces bâtiments. Avant qu'ils ne soient transformés et qu'une nouvelle page soit écrite, les Sarthois ont pour la première et la dernière fois l'occasion de découvrir cette figure historique du Mans. Et sur le front de l'économie et de l'emploi, 2015 était un bon millésime pour Sarthe Développement. L'Agence de développement économique et touristique a permis à 18 entreprises de s'implanter en Sarthe, générant potentiellement 200 emplois. Des chiffres dévoilés à l'occasion de l'Assemblée générale de l'association. Un travail de longue haleine puisque pour chaque nouvelle implantation, il faut compter 80 projets et 800 prises de contact. L'atout majeur de la Sarthe reste sa localisation à proximité de l'Île-de-France. Une évidence pour les Sarthois, mais un argument qu'il faut sans cesse répéter aux Franciliens. Véronique Rivron, présidente de Sarthe Développement, répond au micro de Mickaël Texier. Au moment des 24 heures, j'ai fait venir des gens qui ne connaissaient pas cette manifestation internationale, qui ont bien sûr sont rentrés dans la magie des 24 heures. Et elle me dit, mais... c'est en plus quelqu'un qui habite Paris qui me dit mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était si près de Paris, 55 minutes c'est rien, et puis on arrive et c'est la magie, on est tout près, c'est la campagne. Elle me dit mais communiquer, alors évidemment c'est un peu dur quand vous faites ça depuis plus de 5 ans pour ma part, et le maire du Mans aussi s'y emploie, mais ça veut dire que la communication c'est compliqué. Il faut donc et nous avons développé des newsletters avec des vidéos mag. Eh bien, je crois qu'il va falloir qu'on fasse des messages sur tous les réseaux, parce que la force des réseaux est indispensable, pour bien expliquer, redire, refaire un petit peu le début du film qui a été vu plus d'1 million de fois, où vous montez dans le train et vous vous rendez compte que vous êtes tout de suite au Mans en très peu de temps. Les enseignants du collège Le Marin à Allonne poursuivaient aujourd'hui leur mouvement de protestation. Les 315 élèves ont pu être accueillis, mais aucun cours n'a eu lieu. Une situation qui dure depuis vendredi dernier. Les enseignants et les parents d'élèves de l'établissement d'éducation prioritaire réclament la création d'un poste de principal adjoint pour la rentrée 2017 et des décharges horaires suffisantes pour qu'un enseignant puisse faire fonction à la rentrée 2016. Après avis de grève est déposé pour jeudi, premier jour du brevet des collèges, mais les enseignants l'assurent, l'examen ne sera pas perturbé. On écoute Loïc Morisot, professeur au collège Le Marin. Nous serons en grève. Ceci dit, les personnels de l'établissement, les enseignants, ne souhaitent pas bloquer le brevet, ne souhaitent pas pénaliser les élèves. Et donc, les élèves pourront malgré tout passer le brevet. Mais nous serons en grève, déclarés comme grévistes. Et on le fera savoir dans la presse. Et on sera identifié comme étant grévistes. On portera des brassards pour expliquer que nous sommes grévistes. Et il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité. Ce soir, c'est Didier Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes interprète en langue des signes et vous venez nous parler d'un site que vous venez de créer. C'est lireensemble.com. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un site qui a été créé pour d'abord permettre à tous les enfants, qu'ils soient sourds ou pas, ou même aveugles ou pas, de pouvoir avoir des histoires en ligne
Et ces histoires sont adaptées en langue des signes. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, en cliquant sur une petite caméra, d'avoir la traduction du texte en langue des signes. Alors, en langue des signes française, par Frédéric Frébourg, Monica Companis et Clément Chapillon, 3 personnes sourdes de la région, et également en langue des signes internationale, avec un linguiste sourd qui s'appelle Alexandre Daniel. Comment vous est venue cette idée ? Alors le multimédia, ça fait très longtemps que je m'y intéresse, et notamment dans le cas de la langue des signes et des sourds, puisque c'est une alternative au livre. On sait que les sourds ont beaucoup de difficultés à la lecture et que leur langue, elle est visuelle. Donc le développement de la vidéo, le développement du multimédia, ça a été une opportunité formidable. Ça permet aussi d'effacer, on va dire, les injustices et de rapprocher les gens ensemble, hein, c'est ça ? Oui, on le souhaite. On sait que beaucoup de parents sont démunis parce qu'ils découvrent que leur enfant est sourd. 90% des enfants sourds ont des parents entendants qui ne s'y attendent pas. Et donc, ils ont besoin effectivement de pouvoir communiquer avec leur enfant, communiquer avec les enseignants, etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'associations. Ici, il y a plusieurs associations autour de la surdité au Mans. On parle beaucoup des enfants, mais ce site, il est aussi pour les adultes. Hein. Absolument. Donc, on peut créer un livre très facilement. Vous pouvez créer votre propre livre, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Vous pouvez créer un livre. On tourne les pages du livre, on clique sur la vidéo, mais le thème peut être très vaste. Moi, je suis un fanatique des 24 heures du Mans. J'ai commencé à travailler un petit peu sur le sujet avec mes amis du musée des 24 heures. Il y a également une petite vidéo sur la maison du Pilier Rouge avec Frédéric Frébourg. Une dernière question rapide, justement. On peut aussi apprendre d'autres langues, parce que la langue des signes n'est pas universelle. Ça dépend du pays, c'est ça ? Alors oui, les langues des signes dépendent des pays, c'est un peu culturel. En quelque sorte, disons qu'un arbre en langue des signes espagnole, c'est comme ça. Mais en français, c'est comme ça. C'est un exemple bien mangé. Pour les Chinois, ça se fait comme ça. Alors effectivement, il y a un petit peu de langue des signes anglaise, puisqu'il y a un cours d'anglais en langue des signes avec des vidéos tournées en Angleterre et aussi en Écosse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous présenter donc votre site. Je le rappelle, il est entièrement gratuit et accessible à tous. Vous avez reçu le soutien justement pour ça du ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Merci. Merci bien. Et c'est le premier jour de l'été, je vous le disais, et c'est surtout la fête de la musique, Bérénice. Et oui, elle a été créée en 1982 par Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Cette fête est maintenant célébrée un peu partout dans le monde. Au Mans, vous aurez le choix entre 41 lieux pour vibrer au son des notes de musique. Beaucoup de Sartois seront à l'affiche, avec notamment le groupe The New Barons et bien sûr Charivari. Retrouvez tout le programme sur le site qui s'affiche justement en bas de votre écran. Et est-ce que vous nous poursuivriez la chansonnette pour cette fête de la musique ? Peut-être pas quand même, Maxime. Peut-être pas quand même. Merci quand même. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour l'actu Judici, je vous le disais. Et juste avant, ce sera la météo. On n'en parle pas. C'est tabou. À tout de suite sur LMTV.